concert était vraiment bien, et je trouve qu'on entendait bien tous les instruments. Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai bien aimé. Est-ce que tu crois que si on avait été placé au fond, on aurait aussi bien entendu? Cela dépend non seulement de l'acoustique de la salle, mais aussi des capacités de chacun à percevoir le son. C'est vrai? Je ne savais pas. Bon, alors si tu veux, je vais t'expliquer comment l'acoustique et les propriétés physiologiques de l'oreille font-elles varier la perception du son par le spectateur. L'acoustique? Qu'est-ce que c'est? Bon, commençons par le début. Lorsque tu entends un son ou que tu en produis un, l'air ne se déplace pas, il vibre. Les molécules se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est une onde. C'est également cette vibration qui fait vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille, le tympan. Lorsqu'un musicien émet un son, celui-ci se propage dans la pièce et le son va subir des changements de trajectoire qui peuvent varier selon les matériaux et la forme géométrique de la salle de concert pour être ensuite reçu par l'oreille. Un son est représenté sous la forme d'une onde. Les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. La fréquence est le nombre de vibrations en une seconde. Sa formule est égale à 1 sur T et elle s'exprime en Hertz. Plus un son est aigu, plus sa fréquence est élevée, et inversement. Nos oreilles sont sensibles à une gamme de fréquences comprise entre 20 vibrations par seconde et 20 000 vibrations par seconde. En dessous, ce sont des infrasons, et au-dessus, des ultrasons. Puisque le son est une vibration de l'air, quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Prenons par exemple l'expérience de la cloche sous vide. La pompe permet d'extraire l'air présent sous la cloche. En l'absence d'air, aucune molécule ne peut vibrer. Ainsi, les vibrations produites par le buzzer n'ont aucun support pour être véhiculées. Le buzzer ne produira donc plus de son. En revanche, dès que l'on fait rentrer de l'air sous la cloche, les vibrations peuvent à nouveau se propager. Le son se propage à une vitesse de 340 mètres par seconde dans l'air lorsqu'il est à 15-20 degrés, mais cette vitesse varie en fonction de la température de l'air. Dans un liquide, le son se propage à 1500 mètres par seconde, et dans un solide, il se propage 2 fois plus vite, soit 3000 mètres par seconde. Sa trajectoire peut être déviée lors de sa propagation. En effet, lorsqu'une onde dite mécanique, sonore ou ultrasonore, rencontre un obstacle, celle-ci peut se réfléchir complètement et revenir en arrière vers l'émetteur, être absorbée par les matériaux ou être transmise, donc passer à travers un milieu. La réflexion sonore est le changement de direction d'une onde qui a lieu sur la surface de séparation entre deux milieux pour revenir à son milieu initial. Elle a lieu lorsqu'une onde rencontre un obstacle qu'elle n'arrive pas à dépasser, ce après quoi elle rebondit vers le milieu d'où elle vient. Lorsqu'un son subit le phénomène de réfraction, sa direction est modifiée, mais également son intensité. Les réflexions sont ce qui fait la beauté du son. Par exemple, lorsque nous nous trouvons près d'un mur, la réflexion est directe, donc le son obtenu est plus fort que ce que l'on devrait entendre en premier. C'est pourquoi au conservatoire, l'architecte a disposé des plaques de bois perforées pour éviter cette réflexion directe. Suivant la durée entre l'émission du son et son retour, on observe deux phénomènes différents. Lorsque cette durée est supérieure à 1/10 de seconde, l'oreille distingue deux sons distincts. Ce phénomène est appelé écho. Lorsque cette durée est inférieure à 1/10 de seconde, l'oreille humaine ne perçoit pas le décalage temporel et mélange les deux sons. On parle alors de réverbération. La réverbération est un critère important pour obtenir une bonne sonorisation dans une salle, la condition première à son existence étant la présence de réflexion. L'architecture de la salle a elle aussi sa part à jouer dans l'acoustique. Tout d'abord, les volumes parfaits, comme le cube, sont inappropriés, car il y a une redondance, autrement dit, le son se répète. Prenons pour exemple le théâtre Ledoux, que j'ai déjà visité. Dans ce théâtre, l'architecte, Claude Nicolas Ledoux, a opté pour une forme quelconque. D'ailleurs, tous les zéniths évitent les murs parallèles. De plus, un grand nombre d'obstacles dans la salle permettent une diffusion plus aléatoire du son, puisque, comme je te l'ai déjà expliqué, la trajectoire du son va subir des modifications. D'ailleurs, plus le son arrive de manière aléatoire à l'oreille du spectateur, plus il est de bonne qualité.
Dans la majorité des salles de spectacle, le traitement acoustique se fait principalement par le plafond, comme par exemple à l'auditorium du Conservatoire de Besançon. Le choix des matériaux est aussi important pour la qualité du son désiré. En effet, une bonne salle acoustique est très dure à sonoriser si le seul matériau utilisé est le bois. Le bois est un matériau dit d'entre-deux, car il reflète ou absorbe le son. Il faut éviter à tout prix la peinture, car elle bouche les pores du bois. De plus, il faut voir quelles fréquences sont trop ou au contraire pas assez mises en valeur et choisir les différents matériaux pour une bonne qualité de son. Par exemple, au Théâtre Ledoux, ils ont été obligés de faire un compromis, puisque cette salle est à la fois utilisée pour de la musique classique, pour laquelle on préfère un son brillant, donc avec plus de réverbération, et de la musique actuelle, pour laquelle on préfère un son mat, avec peu de réverbération. Ainsi, en bas de la salle, le son est mat à cause de la moquette, des sièges en mousse et des murs recouverts de tissu qui absorbent le son. Alors qu'en haut, le traitement acoustique par le plafond a une meilleure efficacité. Le son est plus brillant, il arrive à l'oreille du spectateur de façon aléatoire. Lors de la construction de ce théâtre, leur objectif était d'obtenir une bonne puissance sonore et peu de réverbération. Même si l'acoustique de la salle est excellente, l'oreille aura tout de même un impact sur la qualité du son perçu. Laisse-moi d'abord t'expliquer comment fonctionne notre oreille. L'oreille externe est la partie visible de l'oreille et donc le point de départ de la réception du son. Elle est composée d'un pavillon constitué de cartilage qui sert à capter et concentrer les vibrations sonores et d'un conduit auditif qui protège le tympan, c'est-à-dire la membrane sensible qui ressent les pressions et les ondes. Grâce à sa forme, le pavillon capte le plus de vibrations possibles qui se dirigent ensuite dans le conduit auditif, long d'environ 2,5 cm. Les ondes effectuent une pression sur le tympan qui les transmet ensuite dans l'oreille dite moyenne. L'oreille moyenne est composée de plusieurs petits os nommés chaînes tympano-ossiculaires. Le marteau, l'enclume et l'étrier, ainsi que d'une fenêtre ronde ovale et de la trompe d'Eustache. Lorsque le tympan vibre, il transmet ses vibrations aux trois osselets, marteau, enclume et étrier, qui sont assemblés les uns au bout des autres et vibrent chacun à leur tour. Ils amplifient les vibrations par leurs actions. Cet ensemble est donc utile pour transformer les vibrations sonores en vibrations solidiennes. L'oreille interne est composée de canaux semi-circulaires, d'une cochlée et d'une aire cochléaire. Elle sert à équilibrer les vibrations et transformer des vibrations en messages nerveux. La cochlée est un tube enroulé en colimaçon autour d'un axe creux qui contient le nerf auditif. Le canal cochléaire est formé de 3 parois à l'intérieur desquelles est contenu un liquide, l'endolymphe, dans lesquelles sont implantés des sortes de cils. Lorsque l'endolymphe vibre, les cils vibrent à leur tour puis transmettent les vibrations dans le reste de la cochlée. Le nerf auditif, quant à lui, est un nerf sensoriel formé de 2 parties, le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire. Le nerf cochléaire recueille les informations auditives et le nerf vestibulaire reçoit les informations concernant le maintien et l'équilibre des vibrations. Puis, ces informations sont envoyées dans le cerveau pour être interprétées. L'influx nerveux émanant du nerf auditif va gagner le centre de l'audition dans l'hémisphère cérébral, après un certain nombre de relais et permettre ainsi une analyse du signal sonore. Il y analyse tout particulièrement en termes de localisation du son, intensité du son et signification du message sonore. Ces analyses sont effectuées principalement dans le cortex auditif, l'aire temporale et le sillon de Sylvius. Il existe de nombreux degrés de surdité qui peuvent être dus à cause de problèmes très variés. La surdité est une déficience auditive et malheureusement, plus de 4 millions de Français rencontrent ces problèmes à de différents niveaux. On compte 6 types d'audition, normale, légère, moyenne, sévère, profonde et totale, allant dans des cas les moins graves au pire. Les problèmes auditifs peuvent être dus à des difficultés de transmission du son, lésions, pus, bouchons de cérumen, perforation du tympan, des difficultés de perception du son, problèmes cochléaires, destruction des cils dans l'endolymphe. Cela peut également être dû à des surdités centrales, mauvais fonctionnement du système nerveux, ou des surdités arrivant à la naissance d'un bébé ou lors de sa croissance, avant ou après le langage. Actuellement, de nombreux cas de surdité ou problèmes auditifs sont surmontables à l'aide de traitements thérapeutiques ou technologiques. Donc, si j'ai bien compris, le son est une onde qui va se propager dans un espace donné et, à la rencontre d'une paroi, elle sera soit réfléchie, absorbée ou transmise. Selon les matériaux utilisés et la géométrie de la salle, le son sera mat ou brillant, et le temps que le son met à arriver jusqu'à l'oreille du spectateur sera plus ou moins long, ainsi on parlera soit d'écho, soit de réverbération.
Puisque le son est une vibration de l'air, il va faire vibrer le tympan et ensuite cette vibration va passer dans les différentes parties de l'oreille jusqu'à être transmise en message nerveux au cerveau qui l'interprétera. Les paramètres de la physiologie de l'oreille qui influent sur la perception du son par le spectateur sont son bon fonctionnement et l'absence de déficience auditive. On sait qu'il existe maintenant des technologies qui nous permettent d'effacer les déficiences auditives. Je me demande comment fonctionnent ces appareils auditifs et s'il existe un moyen d'effacer totalement les déficiences auditives et acquérir à nouveau une acuité auditive maximale.